Je viens dire mes joies, mes angoisses en chantant l'aspirance de jeunes compagnons passants, d'anciens de notre beau et noble Tour de France, et qui les en ont pas altéré l'espérance. Nous avons derrière nous un passé prestigieux. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Pour ceux qui comme nous sont hommes de la main. Si ce n'est pas facile de devenir vrai compagnon, de faire de ses mains agiles du beau et de son cœur du beau, mais c'est notre devoir d'homme et de devoir de faire de nos espoirs un accomplissement. Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Aujourd'hui, chers auditeurs, je me trouve au centre de formation des apprentis, au centre de formation du compagnonnage, c'est-à-dire un centre qui dépend de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Ce centre de formation est localisé à Chancelade, à Chercusac, et sans doute certains d'entre vous le connaissent-ils. L'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France est une association ancienne, reconnue d'utilité publique, qui fonctionne sur le principe d'une association loi de 1901, et le prévôt, c'est-à-dire le directeur de ce centre, M. Pierre Lenain, va nous informer sur l'activité et sur les buts et sur les principes de ce centre de formation dont vous savez déjà sans doute la caractéristique essentielle est la poursuite de l'excellence professionnelle. Monsieur Lenain, bonjour. Bonjour. Monsieur Lenain, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quel a été l'historique du compagnonnage ? Oui, comme vous le disiez, donc ça ne date pas d'hier, puisque si on se fie aux écrits, ça remonte au XVe siècle, en sachant que l'association des compagnons du devoir du Tour de France a été créée en 1941 et a toujours eu pour but de faire voyager des jeunes professionnels pour se qualifier, avec des premières qualifications dans le début des années 78 et la formation des apprentis en 78. Après, donc, il est vrai que l'association ouvrière des compagnons du devoir a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO dernièrement et a pour but donc d'accueillir des jeunes apprentis, jeunes hommes et même des jeunes femmes depuis 2004. Donc, ils forment les apprentis, les jeunes en perfectionnement ainsi que de la formation continue. Alors, ce que vous nous décrivez, c'est l'évolution assez récente de cette organisation, à savoir, par exemple, l'ouverture aux filles, et puis l'organisation à partir de l'élevage, de l'apprentissage dans les années 70. Est-ce que vous, malgré tout, cette association, elle a un passé, comme vous l'avez dit, qui est assez épais. Et alors, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé, disons, depuis, puisque cette association, si je crois, qu'elle est un petit peu héritière des corporations anciennes. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on aboutisse à l'heure actuelle à l'organisation présente ? Alors, ce qui a été souhaité, c'est... Auparavant, les jeunes en fait voyageaient d'eux-mêmes de ville en ville, et au bout d'un moment, il a fallu sur l'apprentissage. Oui, ce qui s'est passé, si j'en crois ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, c'est qu'auparavant on avait des métiers qui étaient séparés et qui avaient chacun leur formation, alors que maintenant c'est un petit peu, il y a eu une concentration et puis des centres d'apprentissage, mais qui réunissent plusieurs métiers. Oui, donc en effet les différents métiers se sont regroupés donc à travers l'association ouvrière des compagnons afin de se regrouper donc dans les mêmes maisons, en fait être sous les mêmes toits, et de là sont également partis les CFA avec des structures avec de vraies structures pour la formation.
Voilà, ce que vous appelez CFA, ce sont les centres de formation des apprentis. Et donc depuis, alors on va revenir là-dessus quand on évoquera le parcours de vos élèves. Mais à l'heure actuelle, quelles sont les étapes de la formation de quelqu'un qui rentre chez vous? Donc un jeune qui est désireux d'apprendre un métier par la voie de l'alternance, car nous formons chaque apprenti sous ce mode, c'est-à-dire qu'ils sont 6 semaines dans une entreprise, ils sont salariés, ils ont 5 semaines de congés payés et partent 2 semaines en formation donc dans nos locaux avec nos formateurs. Au bout de 2 ans, ils peuvent passer un CAP et ensuite se perfectionner sur le Tour de France. Alors, ce dont vous me parlez, là, c'est la filière qui intéresse des jeunes qui sortent du collège. Mais j'ai cru comprendre que vous pouviez accueillir des gens qui étaient déjà bacheliers. Est-ce que c'est vrai? En effet, ce que je vous ai cité là, ce sont donc des jeunes qui auraient pu aller donc jusqu'en première et qui se seraient arrêtés avant l'examen du bac. En revanche, pour tous les bacheliers, nous proposons donc une formation réduite en 1 année pour obtenir un CAP, c'est-à-dire qu'il quelle que soit la série du baccalauréat, ils peuvent se présenter chez vous. Un littéraire, par exemple, peut se présenter chez vous et faire un CAP pour aboutir à une formation professionnelle qualifiante. Oui. En fait, avec ce système de ce qu'on appelle prépa métier, donc le jeune qui est bachelier peut donc faire un apprentissage, c'est-à-dire préparer un CAP en 1 an, puisque pendant cette année-là, il ne verra que les matières professionnelles, donc que ce soit du dessin technique, de la technologie ou de l'atelier. D'accord. Alors, après ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc on lui offre la possibilité de partir sur le Tour de France. Comme on peut le résumer, ce sont 5 années de perfectionnement, donc pendant lesquelles il va voyager 1 à 2 fois donc dans des villes différentes par an, où il rencontrera des entreprises dans des régions différentes, ce qui va lui permettre d'acquérir plus d'expérience professionnelle. Alors là, il va être inséré dans des entreprises qui sont, j'imagine, des entreprises qui sont vos partenaires. Et il va exercer son métier ou continuer à apprendre à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre dans votre centre d'apprentissage. Oui, il va partir donc de région en région en étant salarié d'une entreprise. Donc du lundi au vendredi, il va être chez son patron sur un chantier, dans un atelier. Et tous les soirs et le samedi, il va pouvoir se perfectionner avec des cours ou de l'atelier en plus pour avancer, pour progresser. Alors, ces cours, cet atelier, ils sont dispensés à quel endroit et dans quelles conditions sont hébergés vos élèves dans ces villes où ils passent comme ça ils vont de ville en ville, donc dans la tradition de mobilité du compagnonnage. Donc ces jeunes qu'on appelle à ce moment-là itinérants, lorsqu'ils voyagent sur le Tour de France, passent de maison en maison de compagnons. Et celles-ci sont présentes dans quasiment toutes les grandes villes de France. Entre autres, on pourrait parler de celles d'Aquitaine, comme Périgueux, Bordeaux, également La Motte-Landéron, proche de Marmande, et Pau. Donc en Aquitaine, vous avez 4 maisons de compagnons qui sont à la fois des centres d'hébergement et des centres de formation. C'est bien ça ? Oui. Alors, au cours de cette itinérance, quelles sont les étapes de la formation du candidat ? Donc le débutant va donc démarrer comme apprenti, donc en entreprise et venir se former au CFA. Ensuite, il va pouvoir partir sur le Tour de France et devenir ce qu'on appelle aspirant. C'est un jeune qui s'engage à voyager le plus longtemps possible selon ses capacités, de se perfectionner et lorsqu'il sera apte dans son métier de s'engager à devenir compagnon du devoir.
Alors, qu'est-ce qui sanctionne l'obtention du grade ou de la qualification de compagnon du devoir? Alors, il va préparer ce que l'on appelle un travail de réception, c'est-à-dire qu'il va passer un certain nombre d'heures pour prouver aux plus anciens ses capacités dans le métier et surtout se prouver à lui-même qu'il est capable de. Alors, ce travail de réception, est-ce que c'est bien ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, ce qui est bien connu du grand public, comme les chefs-d'œuvre de compagnonnage qu'on voit exposés, notamment dans les maisons? Oui, souvent les personnes qui ne sont pas compagnons eux-mêmes parlent de chef-d'œuvre avec un petit peu d'humilité. On préfère nous appeler ça des travaux de réception en interne, en effet. Oui, bah ça c'est tout à votre honneur, mais enfin pour les profanes, en général, quand on voit exposer des modèles réduits de charpente ou de toiture ou de meubles, c'est quand même quelque chose d'assez saisissant, parce qu'on a un niveau de perfection qu'on voit rarement atteint. Alors, je voudrais maintenant vous demander si vous pouvez nous donner quelques chiffres pour essayer de définir un petit peu l'importance relative de votre formation dans le paysage national. Alors, on peut parler de près de 8000 jeunes qui sont à la fois apprentis et sur le Tour de France, en considérant que les 2 tiers sont des apprentis. C'était pas très bien ça. Si on essaie de calculer pour dire quelque chose... Les apprentis représentent à peu près la moitié de cet effectif. Donc on pourrait dire que dans les maisons de compagnons, c'est environ 5000 apprentis et environ 3000 itinérants, donc ces jeunes qui voyagent dans le but de devenir compagnons. D'accord, donc c'est environ 5000 apprentis et 3000 itinérants déjà. Et est-ce qu'il y a une grosse déperdition des gens que vous accueillez pour préparer un CAPES, un CAP quand ils entrent dans la filière? Alors, les compagnons ne sont pas épargnés. Il y a également donc des jeunes qui débutent une formation et qui peuvent arrêter en cours. Mais la très forte majorité vont jusqu'à l'obtention de leur examen. Et où on peut se réjouir, c'est que c'est environ 90% des jeunes qui obtiennent leur diplôme continuent sur la même voie professionnelle. Donc c'est assez réjouissant de voir des jeunes qui s'impliquent dans une formation et qui leur permettent de vivre plus tard sur ce même métier. Vous voulez dire que 90% des gens qui terminent la formation obtiennent un emploi? Alors, en tout cas, ça c'est ce qu'on souhaite, mais en tout cas un jeune qui termine son Tour de France, c'est-à-dire qui a à la fois fini son apprentissage, plus environ 5 années de voyage, on peut dire que c'est un jeune qui a toutes les chances, oui, de trouver du travail et je dirais même d'être recherché par une entreprise. J'ai lu quelque part que plus de 80% de ces jeunes qui donc trouvent un emploi et commencent une carrière professionnelle après leur formation sont encore en place 5 ans après. Est-ce que vous confirmez? Je ne sais pas. Ben, apparemment, ce sont des gens qui sont ensuite engagés d'une manière durable dans les filières professionnelles qu'ils ont choisies. Maintenant, les entreprises partenaires, vous avez une petite idée de leur importance numérique? Alors, je pourrais m'avancer un petit peu sur la Dordogne, en tout cas. C'est environ une soixantaine d'entreprises et non pas de compagnons. C'est environ une soixantaine d'entreprises partenaires qui accueillent et forment nos apprentis et nos itinérants, et contrairement aux idées reçues, qui ne sont pas forcément constituées de compagnons. Ce qui est très important pour nous, c'est que ces entreprises aiment et apprécient de former des jeunes. Donc alors, si on multiplie 60, est-ce que 60, l'effectif de 60 pour un département comme la Dordogne, c'est beaucoup, ou bien est-ce qu'il y a des départements où il y en a beaucoup plus? Non, bien sûr, il y a des départements qui en ont plus, mais déjà, proportionnellement pour la Dordogne, c'est déjà bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également des apprentis qui sont formés outre Dordogne, mais qui viennent en formation à Périgueux.
Oui, alors ça, c'est qui viennent en formation en Périgueux dans le cadre de leur itinérance. Du CFA. Alors, bon, donc si on multiplie simplement 60 par 90, on est déjà à un nombre respectable d'entreprises partenaires. Alors comment ces entreprises partenaires sont-elles identifiées et décident-elles de devenir à la fois formatrices et éventuellement employeuses de vos compagnons ? Alors, ça peut être dans les deux sens. Dans un premier temps, nous sollicitons ces entreprises-là parce qu'elles ont un savoir-faire, parce qu'elles ont une certaine notoriété, mais ce sont également des responsables d'entreprise qui nous sollicitent pour accueillir nos jeunes. C'est dans les deux sens. Maintenant, je voudrais que vous nous donniez quelques détails un petit peu sur la manière dont vous pouvez concilier à la fois la tradition, c'est-à-dire la formation traditionnelle. Quand on parle de compagnons, on pense à des tailleurs de pierre, on pense à des restaurateurs de monuments historiques. Or, vous êtes engagé dans des métiers qui se modernisent constamment. Et comment se fait ce suivi permanent, cette mise à jour permanente dans le domaine technologique, dans les métiers dans lesquels vous formez des gens ? Eh bien, donc, par rapport à ces métiers, donc déjà que l'on répartit dans 4 filières différentes, qui sont les métiers du bâtiment pour les plus connus, mais également les métiers de l'industrie, des matériaux souples tels que les cordonniers, les tapissiers ou les cordonniers maroquiniers, et puis ensuite les métiers du goût. Donc pour chacun de ces métiers dans les différentes filières, il y a ce que nous appelons des institutions. Elles sont composées de compagnons qui observent. Alors, ce qui se faisait hier, nous le savons déjà, mais en tout cas ce qui se passe aujourd'hui et surtout ce qui passe demain. Car on peut le voir partout, les métiers, les matériaux évoluent relativement vite. Et afin que la formation des jeunes sur le Tour de France soit adaptée à demain, ce sont donc ces compagnons qui observent et préparent les cours qui seront dispensés. Alors, j'ai lu quelque part que votre formation, elle pouvait aller jusqu'à la licence professionnelle. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a terminé son Tour de France, qui a obtenu sa qualification de compagnon, est-ce qu'il peut continuer, est-ce qu'il peut aller plus loin, et puis peut continuer sa formation ? Alors, en effet, donc cette licence professionnelle intrigue un petit peu. Auparavant, dans la plupart des métiers, on disait seule l'expérience professionnelle compte. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le marché du travail est un petit peu différent. Donc, ce que l'on propose à un jeune après son CAP, c'est d'avancer à son rythme, selon ses capacités, sur son Tour de France pour passer des diplômes, ce qui lui permet de valider ses compétences auprès d'un DRH ou d'un patron. Bien sûr, chaque jeune n'ira pas forcément jusqu'à la licence pro, car ça doit rester un souhait, et tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Mais en tout cas, ça fait partie des options du Tour de France qui est proposé à chaque jeune. Alors pour terminer, Monsieur le Prévôt, je voudrais vous demander de nous parler un petit peu des aspects moraux, éthiques du compagnonnage. Parce que on lit partout, on dit que voilà, le compagnonnage, c'est l'acquisition d'un savoir-faire exceptionnel, mais en même temps, c'est l'acquisition d'un savoir-être. Hein, et c'est donc qui d'ailleurs, ce savoir-faire, aussi bien professionnel que moral, est mis en pratique après dans la transmission, puisque la transmission, si j'en crois ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, est une des vocations des compagnons. Alors, parlez-nous un petit peu de l'esprit du compagnonnage. Alors, souvent, donc, les jeunes viennent chercher une formation, mais ce qui est très important et ce qui peut nous différencier, c'est que c'est vrai que c'est aussi basé sur le voyage. Et un certain esprit règne dans les maisons. On demande un certain esprit en fait, règne dans les maisons à travers les vertus que doivent appliquer toute la communauté de ces jeunes en formation, en voyage, les compagnons eux-mêmes. Et pour en citer quelques-unes, et ce qui me semble très important,
à chaque fois, c'est d'être envers l'autre patient, beaucoup d'entraide, d'être généreux, et puis on peut en citer beaucoup, mais ce qui est très important à retenir, c'est que les jeunes sont là à chaque fois pour s'entraider, s'accompagner et avancer. Si je comprends bien, c'est à l'intérieur des maisons, par la cohabitation à l'intérieur des maisons, par la rencontre que ces jeunes font à l'occasion de leur itinérance, que se crée un esprit de solidarité, et ce qui finalement aboutit dans l'idéal à faire non seulement un homme très qualifié, mais également un homme bon. C'est bien ça ? On peut résumer ça par la transmission du savoir, oui. Merci, monsieur le prévôt. Et maintenant, je vais donner la parole à un compagnon qui est tout près de sa réception. Il s'agit de Guillaume, qui est un futur très proche compagnon menuisier et qui est venu exécuter ici son travail de réception dans la maison de Périgueux. Je vais quand même revenir un petit peu vers monsieur le prévôt pour lui demander quels sont les métiers, parmi tous les métiers du compagnonnage, qui sont représentés ici à Périgueux. Alors, sur le centre de formation des apprentis qui sont en alternance, sont dispensés les métiers du bois, donc tels que menuisier et charpentier, de la couverture, les plombiers, les métalliers serruriers ainsi que les chaudronniers. Ensuite, c'est une quinzaine de métiers que l'on retrouve sur les itinérants qui sont de passage sur Périgueux et qui se forment sur les cours du soir. Et qui sont, alors à ce moment-là, aussi formés dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent à l'occasion de leur passage ici. Alors, ça veut dire que dans les autres maisons de l'Aquitaine, on va trouver d'autres filières représentées, d'autres métiers représentés. Oui, Bordeaux est également un CFA important où l'on retrouve par exemple les métiers du goût, comme les pâtissiers boulangers, les électriciens, les peintres et encore quelques autres métiers. Oui. Chaque maison a ses métiers en formation. Vous refusez du monde à l'entrée ? On dira uniquement les personnes qui ne seraient pas très motivées. Bon. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là, des problèmes que vous rencontrez à l'heure actuelle ? On a évoqué ça tout à l'heure. Actuellement, vous rencontrez des difficultés qui tiennent à la mise en place de réglementations nouvelles. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Dans les tout le monde rencontre des difficultés. C'est vrai que nous concernant, actuellement, la réforme de la taxe d'apprentissage ne nous aide pas beaucoup sur le plan financier, car on tient absolument à la gratuité de la formation des apprentis. Ça reste quand même un point important à souligner, puisque nous ne sommes pas un établissement public. Et c'est à travers la taxe d'apprentissage que nous reversent les entreprises que nous pouvons former nos apprentis. Parce que le salariat des apprentis, puisque vous nous disiez tout à l'heure que dès le début, dès le démarrage, les apprentis perçoivent un salaire. Ensuite, ce salaire, il est versé naturellement, j'imagine, par les entreprises dans lesquelles travaillent les gens qui entreprennent leur tour de France. Alors, quelles sont vos sources de financement pour payer ces apprentis ? Alors, les apprentis sont rémunérés par leurs propres employeurs. Ils font des semaines de 35 heures, payées par l'entreprise. L'entreprise paye également donc une taxe d'apprentissage qui sert à former le jeune pendant les 2 semaines au centre de formation de la Maison des Compagnons. D'accord, parce que là, j'avais mangé le fait que ces apprentis travaillent en alternance. C'est bien ça ? Oui. Guillaume, je me retourne à nouveau vers vous. Excusez-nous de cet aparté, là, de ce petit supplément qu'on a ajouté au propos de monsieur le prévôt. Et je vais vous demander de nous parler un petit peu de votre itinéraire de formation. D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Bonjour, donc je suis Guillaume Tartini, itinérant sur la ville de Périgueux, menuisier. Moi j'ai un parcours classique, on va dire que j'ai commencé par un apprentissage ici même à Périgueux.
J'ai ensuite voulu faire mon tour de France, continuer à me perfectionner dans mon métier par le biais du voyage. Et sur ma prochaine ville qui a été La Rochelle, j'ai donc été adopté par les compagnons pour pouvoir continuer mon tour de France. Et tout au bout de mon voyage, j'ai fait différentes villes qui a été Nancy, Annecy, Toulouse. Et ensuite, je suis parti à l'étranger, en Écosse, où j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise d'agencement et d'apprendre une nouvelle culture qui est différente de la nôtre, différents savoir-faire et d'apprendre une nouvelle langue aussi, l'anglais qui n'est pas négligeable, que ce soit dans les métiers, dans tous les métiers. Et aujourd'hui, je me retrouve finissant ma boucle d'itinérant, d'aspirant menuisier sur Périgueux à faire mon travail de réception. Et il me restera encore ces 3 années de devoir où je devrais ensuite retransmettre mon métier aux plus jeunes. Alors, si je résume, votre point de départ, c'était quoi? C'était Périgueux? Périgueux, c'est bien ça. Alors, vous êtes parti de Périgueux, adoption à La Rochelle. Ensuite, vous êtes promené dans les différentes villes que vous avez énumérées, accumulant évidemment l'expérience. Puis votre année à l'étranger, votre année en Écosse, et retour à Périgueux pour montrer à vos aînés ce que vous aviez appris pendant tout ce temps. C'est bien ça? Exactement. Donc mon travail de réception consiste à faire l'aménagement du hall d'entrée de la maison des compagnons de Périgueux. Donc vous allez faire un travail qui sera directement utile. C'est pas un modèle réduit. C'est pas une pièce d'exposition. Ce sera vraiment un travail qui va servir au quotidien pour l'accueil des familles et des différentes entreprises qui viendraient en réunion avec le prévôt, le secrétariat, tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur le travail que vous entreprenez? Dans quelles conditions vous le faites? Est-ce qu'on vous fixe des délais? Comment est-ce qu'il est évalué? Et puis, parlez-nous un petit peu de la cérémonie au cours de laquelle vous êtes reçu compagnon. Donc mon travail, évidemment, j'ai des objectifs à atteindre. Notamment, j'ai un budget à ne pas dépasser, j'ai des délais, j'ai une date de correction où je dois avoir terminé mon travail qui sera le 27 mars. Les conditions de travail pour réaliser ce projet, c'est en dehors des heures d'heures de travail d'entreprise, donc le soir en rentrant du travail, et puis les week-ends. Et puis après... Après, c'est la réception. Après, c'est le grand jour. Après, aussi au niveau de la réception, moi je ne peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas encore vécu. Ouais. Donc de toute manière. Mais alors, vous êtes là et puis vous présentez votre travail et vous répondez éventuellement aux observations qu'on vous fait sur là il y a un angle qui tombe pas juste ou des choses comme ça. Voilà, donc l'objectif du travail c'est de le mener à bien évidemment, mais que le travail soit le plus parfait possible. Et c'est les objectifs d'un travail de réception, c'est que la barre est placée haute. On exige d'un travail qui soit parfait, ou parfait ça n'existe pas, mais qu'on s'en approche au maximum. Et c'est ça toute la difficulté d'un travail de réception. Oui, je comprends. L'autre difficulté, c'est ce que vous avez évoqué sur les conditions dans lesquelles vous faites le travail, c'est-à-dire en le faisant en même temps que le travail que vous menez, votre travail régulier que vous menez en entreprise. Vous travaillez dans une entreprise de la place ? Je travaille à Marsanais, dans l'entreprise Bernardin et Frères. Donc, qui est donc une entreprise partenaire des compagnons ?
Oui, qui prennent des compagnons depuis de nombreuses années déjà et dont le père était compagnon aussi. Ah oui, alors là, ça nous fait toucher effectivement du doigt la continuité de la tradition. Et après, quand vous serez, alors pendant 3 ans encore, vous allez continuer votre voyage en transmettant votre savoir. Mais à ce moment-là, vous allez dans les maisons et votre savoir, vous le transférez aux apprentis, vous le transmettez aux apprentis. Comme moi, au début de mon Tour de France, j'ai eu la chance d'avoir des responsables menuisiers, compagnons itinérants, qui, eux, quand j'avais besoin de leur savoir et de leur aide, quand je me perfectionnais dans mon métier, me répondaient au niveau technique et du métier. Maintenant, c'est à moi de retourner, de rendre l'appareil aux jeunes, de leur rendre ce que j'ai reçu des plus anciens. Pas forcément, alors il ne s'agit pas forcément d'apprentis qui sont engagés dans la voie du compagnonnage. Ça peut être des apprentis à qui vous avez affaire à l'intérieur d'une entreprise où vous travaillez. La retransmission ne se fait pas forcément que chez les compagnons, c'est aussi un état d'esprit. On le retransmet aussi au quotidien dans l'entreprise, que ce soit l'apprenti qui soit chez les compagnons ou non, ou un collègue de boulot. D'accord, je comprends. Et là, on rejoint un petit peu l'aspect idéal dont nous parlions tout à l'heure, à savoir que vous êtes prêt à partager ce que vous avez appris avec n'importe qui. Évidemment. Guillaume, je vous remercie. Et je voudrais à nouveau me retourner vers Monsieur le Prévôt pour le remercier chaleureusement et lui demander quand même, parce que j'ai visité le centre de Chancelade il y a quelque temps, lors d'une journée porte ouverte. Or, je crois qu'il y en a une autre qui est en préparation, ou qui est peut-être déjà passée. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire quelles sont les futures journées portes ouvertes auxquelles j'insiste beaucoup nos auditeurs à participer en venant visiter ce centre où ils apprendront beaucoup de choses sur la valeur et la valeur formatrice à tous égards du travail. Donc la maison ouvre de nouveau ses portes pour accueillir toutes les personnes curieuses de cette formation. Le samedi 21 mars de 9h à 17h. Et pour les suivantes, nous renouvellerons l'expérience l'année prochaine, toujours le 3e week-end de janvier. Et ensuite au mois de mars ? Non, c'est une année exceptionnelle cette année, parce que les dernières étaient au mois de janvier, je crois. Oui. Non, chaque année, normalement, nous ouvrons les maisons 2 fois par an, donc toujours le 3e week-end de janvier et une deuxième date aléatoire. Merci, Monsieur le Prévôt. Je viens dire mes joies, mes angoisses en chantant l'aspirance de jeunes compagnons passants, d'anciens de notre beau et noble Tour de France, et qui les en ont pas altéré l'espérance. Nous avons derrière nous un passé prestigieux, de chefs-d'œuvre remplis d'exemples valeureux, un avenir qui semble à bon nombre incertain pour ceux qui, comme nous, sont hommes de la main. Si ce n'est pas facile de devenir vrai compagnon, de faire de ses mains agiles du beau et de son cœur du bon, mais c'est notre devoir d'homme et de devoir de faire de nos espoirs un accomplissement. Nous avons le vouloir de transmettre sans compter notre pénible acquis par nos maîtres enseignés aux jeunes qui vers nous désirent devenir authentiques ouvriers pour ensuite servir. Nos idées ne sont pas à la mode, c'est vrai, les modes se démodent plus vite qu'elles paraissent, et nous restons fidèles à cet adage ancien de regarder hier pour mieux voir demain. Si ce n'est pas facile de devenir vrai compagnon, de faire de ses mains agiles du beau et de son
Mais c'est notre devoir d'hommes et de devoirs de faire de nos espoirs un accomplissement.